bonjour. Bon, l'idée c'est un peu de faire un petit retour sur expérience sur l'acquisition, le merger, cette idée de prendre deux boîtes et les faire devenir un, grosso modo. Donc d'abord, je vais vous laisser présenter un peu votre positionnement dans ce sujet. Donc qu'est-ce que vous avez fait et quelle expérience vous avez apporté. Donc Michael, tu peux commencer. Oui, bonjour tout le monde. En fait, avant, j'étais chez Rackspace pendant 5 ans. Rackspace, c'est une grande boîte aux États-Unis, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Alors, dans les 5 ans que j'étais là, on a racheté plusieurs startups. Et en fait, plus récemment à Rackspace, je travaillais pour une startup qu'on a rachetée qui s'appelle Melgun. Alors, j'étais avec eux après l'achat pendant à peu près 2 ans. Alors, j'ai des expériences de vraiment comment intégrer des startups de façon différente. Parfait. Bonjour, donc François Le Pichon. J'ai fondé un studio digital il y a bientôt 6 ans qui s'appelle Stew et qui a été racheté il y a quelques mois par une agence de design qui s'appelle Lonsdal afin d'apporter le métier du digital au sein de cette agence d'une centaine de personnes. Bonjour, je m'appelle Patrice Cassard et j'ai revendu 2 sociétés en fait, que j'avais montées, 2 e-commerce. Le premier, c'est lafraise.com, qui était un site de vente de t-shirts en ligne. Et le second, Archiduchesse, il y a 1 an et quelques. C'était un site de vente en ligne, une marque de chaussettes fabriquées en France. Cool. Donc on a plusieurs expériences qu'on va aborder. D'abord, je veux un peu parler de la motivation et les démarches de rachat. Donc, un des trucs que je trouve le plus bizarre, c'est que quand tu veux te faire racheter, tu dois la lancer d'une part. Donc, tu peux parler un peu de la démarche et comment vous avez fait pour annoncer ton intérêt, ou est-ce que vous étiez approché? Alors, pour la première, j'ai été approché. Enfin, ça s'est passé à Le Web c'était en 2006 ou 2005. Donc c'est la Spreadshirt, la marque qui a racheté lafraise.com, qui m'a approché par le biais de son directeur français. Et les négociations ont commencé comme ça. C'est-à-dire que je ne voulais pas spécialement vendre, mais la négociation a fait que je me suis dit pourquoi pas. Et dans le second cas, c'était un souhait de ma part, et du coup je l'ai annoncé en fait sur le blog de la société. Et j'ai eu des dizaines d'offres, et j'ai étudié le truc, et voilà. Tu as juste fait un blog post, genre Ouais. Qui veut me racheter? Non, j'ai juste fait un blog post en disant que je voulais vendre. Enfin, en fait, à chaque fois, le schéma est le même, c'est-à-dire que je suis pas un gestionnaire. Ce que j'aime, c'est créer en fait la marque et la faire exister. Après, au bout de 3 ans, généralement, j'en ai marre en fait. Et là, pour le coup, je l'ai annoncé. Ouais. Cool. Nous, c'est une agence. L'année dernière, on est arrivé à 12 personnes. Donc c'est une taille un peu critique dans la vie d'une agence parce que c'est juste avant le middle management et on arrivait à 1 million d'euros de marge brute, ce qui commençait à faire un effort commercial assez conséquent, et on commençait à voir nos limites et on réfléchissait à des axes de progression. On avait pensé aux États-Unis, développer aux États-Unis. J'étais un peu à New York l'année dernière. Et en discutant avec des amis qui avaient des agences, on m'a conseillé de rencontrer un mandataire. Donc une personne qui est vraiment dont le métier est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs dans le milieu de la communication. Et cette personne avait justement une agence qui cherchait à acheter une agence comme la mienne, quoi. Donc on a rencontré d'autres personnes, mais on s'est surtout focalisé sur cette agence, donc Lonsdal. Et finalement, le projet, une fois initié, a été assez logique. Parce que les volontés de chacun étaient très claires et très légitimes, logiques, saines. Et on a trouvé un accord finalement assez rapidement. Mais nous, notre volonté, elle était vraiment d'évoluer et d'arriver à gérer en fait, la croissance de notre studio qui, quand on passe de 1, moi j'ai commencé tout seul, de 1 à 3, de 3 à 5, puis de 5 à 10, puis après, si on doit être 20, il faut commencer à faire un effort financier conséquent, commercial. Et comme on était indépendant avec mon associé, on ne se sentait pas de le faire tout seul. Il faut qu'on cherchait quelqu'un de plus fort pour nous aider.
D'accord. Et vous aviez eu beaucoup de chance parce qu'il y avait justement une volonté de votre part de faire de la croissance en rejoignant une agence plus grande et la volonté de leur part de rajouter vos compétences. C'est ça. C'est dedans. pour ça que le schéma était parfait en fait. Ouais. Et donc, je vais demander à Michael, de l'autre côté, comment est-ce que vous décidez d'acheter une boîte? Est-ce que vous vous dites, il faut qu'on achète une boîte qui fait de email? Du coup, on va regarder, et Medgun, ça fait du bien, pourquoi pas? Est-ce que c'est une relation existante? Comment est-ce que cette démarche commence? C'est un peu différent à chaque fois. En fait, le premier achat qu'on a fait, c'était le plus gros client de Rackspace. C'est un peu compliqué parce que c'est aussi une boîte d'email, mais c'est des boîtes mail, un peu comme Gmail. Mailgun, c'est plus technique, c'est les API et tout ça. Mais en gros, ils avaient le plus de serveurs chez Rackspace que n'importe qui d'autre. Et on a vu que c'était un produit en fait qu'on pourrait vendre à d'autres clients Rackspace. La plupart des clients de cette boîte n'étaient pas déjà clients de Rackspace, ils avaient juste leur boîte mail. Mais on a vu qu'en fait, c'est un produit qu'on peut, en anglais on dit cross-sell, vendre aux autres clients. Dans la plupart des cas, on regarde trois trucs en fait. On veut acheter une boîte qui est un produit qui est complémentaire à Rackspace. On vend pas aux particuliers, on vend juste au commerce. Entreprise. Alors, on ne va jamais acheter une boîte d'imprimante 3D, même si on croit que ça va être un super grand marché, on ne va jamais acheter ce genre de boîte. On veut quelque chose qui est complémentaire avec nos produits. Deuxièmement, et aussi important, c'est l'équipe. On veut acheter une boîte avec une équipe qui a la même culture, les mêmes... comment on dit, la même philosophie sur le business, le service client que nous. Parce que le plus difficile, en fait, dans les acquisitions, c'est l'intégration de deux équipes différentes, deux processus différents. Il faut qu'il y ait une forte communalité entre les deux équipes. Après, on veut un produit qui est le meilleur dans son domaine. On est déjà... au niveau R&D et tout ça, oui, on peut faire, mais on aimerait s'améliorer comme entreprise en achetant le meilleur produit dans le marché. Alors, on regarde ces trois trucs-là. Et souvent, ça commence, oui, on a beaucoup de clients qui demandent un service pour envoyer des mails. Et c'est à partir de là qu'on commence à chercher et on regarde plein de boîtes. Bien sûr, on décide si on veut faire nous-mêmes parce que souvent, c'est en anglais, je ne sais pas comment dire ça en français, build, partner or buy. Il faut décider si on fait nous-mêmes, si on trouve un partenaire pour donner au client ou si on achète. Et si on décide d'acheter, on passe beaucoup de temps avec l'équipe pour voir si c'est au niveau de culture, si c'est un bon mélange entre eux et nous. Intéressant. Et je trouve je le trouve intéressant de commencer à penser à cette idée de l'équipe. Quand vous vous faites racheter, comment est-ce que ça marche? Toi, tu as resté au sein de la boîte après le rachat? Oui, bien sûr. Nous, l'idée, encore une fois, de Lonsdal, c'était donc fait du design et du branding. Donc, ils ont une équipe qui font du graphisme, de packaging. Ils ont une équipe d'architectes d'intérieur pour faire de la signalétique magasin, du parcours client et de l'aménagement d'intérieur. Et une équipe de communication corporate. Et le digital était vraiment un besoin. Donc l'idée, c'était vraiment de staffer un nouveau pôle au sein de l'agence qui fait du digital, à la fois avec une casquette pure player, avec l'activité de Stu historique, avec les startups, avec notre design d'interface, comment on sait le faire, et également de digitaliser en fait les autres métiers. Et pour ça, toute l'équipe a suivi, bien sûr. L'équipe est en train également d'être staffée, d'être mieux staffée. Et moi et mon associé, on est bien sûr resté à la direction de Stu, qui est le pôle digital de Lonsdal. Et ça, c'est un facteur très important. On a été finalement, on a été racheté pour la qualité de la boîte, qui est la qualité de l'équipe en fait. Nous, enfin la boîte et l'équipe. Ouais, dans une agence, ça joue beaucoup. Exactement.
Et c'est pas forcément le cas en fait à chaque fois, parce que moi, comme c'est du commerce, comme c'est de la vente, ils n'ont pas forcément besoin de. Enfin, généralement, ils souhaitent le faire, mais c'est pas une obligation de garder l'équipe. Ils rachètent la marque, le produit et la façon de le vendre et le chiffre d'affaires en fait. Donc c'est pas forcément le cas à chaque fois. Et donc, dans ton cas, quand tu as vendu à Spreadshirt, t'es pas resté? Non, alors ils avaient la volonté que je reste un petit peu, enfin au moins 6 mois. Ouais. Et moi, j'avais la volonté de pas rester, de rester le moins longtemps possible. Ouais. Et donc, du coup, ça a été négocié, en fait. Et dans la négociation, ça joue beaucoup sur tes avantages. Normalement, tu Ouais. reçois un peu plus si tu restes plus longtemps. Ouais, mais quand le site ou le produit est autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin spécialement de moi en particulier, c'est viable quand même. Et donc, pour parler un peu plus de cette négociation, qu'est-ce qui joue? Je sais que toi, tu n'étais pas forcément au sein de la rachat de la part de Rackspace, mais qu'est-ce qui joue dans la négociation quand vous faites le démarche? Le montant. Mais est-ce que c'est le montant genre tout court tout de suite? Est-ce que c'est le montant dans 3 ans? Est-ce que c'est le montant... Toi, tu n'as pas resté, donc j'imagine que c'était une payout qui s'est fait tout de suite et il n'y avait pas d'investissement dans Spreadshirt après, il n'y avait pas d'implication. Non, mais en fait c'est le montant parce que ça correspond aussi au chiffre d'affaires potentiel que la marque peut dégager. Donc c'est un montant qui est presque défini, il y a presque un ratio qui est connu. Généralement, c'est entre 1 et 2 ans de chiffre d'affaires. Et donc voilà, s'ils sont prêts à mettre ça... Et toi? Nous, en fait, les critères de choix, parce qu'encore une fois, l'équipe, pour nous, est super importante, parce que si on n'a plus l'équipe, on n'a plus de valeur ajoutée. Nous, les critères, comme on les a toujours évoqués, ils étaient d'abord humains. C'est qu'il fallait que... Enfin, moi, comme beaucoup ici, mais j'ai ma boîte depuis 6 ans. Donc je suis un peu le seul maître à bord, avec mon associé, mais on est les maîtres à bord depuis 6 ans. Donc là, finalement, Lonsdale était un groupe indépendant, mais on a un PDG maintenant. Donc il fallait qu'on ait un respect, une estime pour ce PDG, pour pouvoir travailler avec lui. C'était le cas. Rencontrer les équipes déjà en place et voir. Donc il y a une excellente ambiance. Donc ça jouait énormément. Donc ça, c'était le premier critère. Le critère numéro 2, c'était les projets. C'est-à-dire que justement, pour que l'équipe comprenne la démarche et adhèrent au projet. Déjà, on les a informés dès le début de l'initiative. Et surtout, on voulait que les tâches à faire étaient importantes, étaient intéressantes, sur des projets d'envergure, que ça allait finalement changer un peu notre quotidien en mieux. Et le troisième était bien sûr le montant, qui était un point déterminant. Mais à notre stade, une agence de prestat, c'est pas ce qui coûte le plus cher sur le marché. Enfin, c'est des valorisations qui n'ont rien à voir avec les marques ou les startups. On est vraiment sur des montants beaucoup... C'est pas scalable. Voilà, non, mais c'est ça, c'est que pour le coup, c'est par rapport là, c'est pas au chiffre d'affaires, mais c'est par rapport aux résultats d'exploitation, sur un coefficient, ainsi de suite, mais c'est vraiment mineur par rapport à des startups. Donc finalement, je vends pas Stew pour être à la retraite. Enfin, c'est pas un projet comme ça. C'était vraiment une opportunité de faire encore plus de la croissance. C'est ça, c'est de se développer la boîte personnellement. Et voilà. Et il y a un autre point que j'ai pas dit, mais qui est important aussi, c'est bien sûr d'être associé à Lonsdale et devenir associé au groupe. Ça, c'est important pour garder cet ADN d'entrepreneur. Et donc, toi, tu as gardé pas mal d'indépendance au sein de ton agence. Ils n'ont pas impliqué quelques gens dedans. Alors, si en fait, alors au début, ça faisait bizarre. Pendant ça, c'était avant de signer la LOI. On a donc un nouvel associé, François Velin, qui nous a rejoint. Et au début, donc, on nous annonce François qui participe aux discussions, qui nous dit, mais en plus, François arrivera en tant que 3e directeur associé. Donc ma question, moi j'aime bien les choses un peu franches, c'est pourquoi, pour qu'il prenne ma place. Et non, pas du tout. Et en fait, donc au début, cette annonce, on a pris le bon côté de ça, et on l'a bien fait parce que la relation est excellente, ça nous apporte énormément, parce que c'est quelqu'un qui est chez Lonsdale depuis 7 ans, donc il connaît les clients, qui connaît l'équipe, donc il y a un intermédiaire fabuleux pour la vie de la société, pour l'équipe aussi, qui est notre équipe qui arrive. Donc on a déménagé dans l'immeuble, et donc François est un facilitateur, et en plus quelqu'un de très humain, qui partage nos valeurs,
Donc finalement, on a l'impression qu'on travaille avec lui depuis 5 ans. Mais ça, c'est finalement le seul point, mais pour le coup, qui est plus un atout. C'est-à-dire qu'on nous a plus donné une arme de plus, plutôt que de finalement nous enlever ou nous mettre des contraintes, quoi. Oui, en fait, je voulais juste ajouter, c'est exactement ce que moi j'ai fait avec le dernier rachat de Rackspace chez Mailgun. En fait, on voulait garder l'équipe comme c'était, garder aussi productif qu'ils étaient, de construire le produit très vite, vendre très vite, changer des idées très vite. Mais quand même, ils faisaient partie de Rackspace. Il fallait quelqu'un dans l'équipe qui pourrait intégrer avec le reste de Rackspace. On était, je ne sais pas, 5000 de collaborateurs à cette époque-là. Il y a beaucoup de trucs administratifs qu'il faut faire, qui prend beaucoup de temps, parler avec des avocats, parler avec des comptables, parler avec finance. Et quand tu demandes aux entrepreneurs de faire ça tout de suite, en même temps qu'ils essaient de créer leur boîte, de vendre le produit et tout ça, ça l'est tout. On a vu plusieurs fois qu'on a racheté des startups et on a essayé de les intégrer tout de suite. On voulait avoir le maximum de, comment on dit, qui bénéficient le maximum de tout. On a déjà des vendeurs chez Rackspace, on a déjà des gens pour faire du marketing, on a déjà des gens pour faire du design pour le site web et tout ça. On voulait vraiment être très efficace là-dessus. Et ce qu'on a réalisé, qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps pour l'équipe d'utiliser toutes ces ressources-là parce qu'ils ne connaissent pas les gens, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne, ils ne connaissent pas tous les petits trucs politiques que ça prend du temps d'apprendre. Alors, mon rôle au premier chez Mailgun, c'était de cacher tout ça un peu de l'équipe. Comme ça, ils pourraient juste faire ce qu'ils voulaient faire. Et ça marchait très, très bien. Et on a commencé maintenant, à chaque fois qu'on rachète une boîte, on a quelqu'un dans l'équipe qui joue ce rôle-là. C'est une très bonne idée. Ouais. Et ça glisse un peu le transition. Ouais. Ça fait une sorte que c'est pas trop et puis fatigant. Ouais. C'est vrai qu'il y a des boîtes tech qui sont connues pour être des mauvais racheteurs dans le sens qu'ils rachètent et la boîte crève et il meurt et tout ça. Et il y a des très bons racheteurs. Je crois que Lenovo a été félicité comme une très bonne hacker. Ils achètent des boîtes et ils font de l'intégration super bien. Et ça devient quasiment le cœur de leur métier. Ils ont une offre existante et ils prennent un truc où ils savent qu'ils puissent l'intégrer d'une manière optimale. Ils ont le système et c'est une question de comment est-ce qu'on peut rajouter les bonnes pièces pour continuer à croître. Et je trouve ça assez intéressant. Par exemple, la première boîte que j'ai vendue, elle va fermer en fait à la fin du mois. Là. Oui, j'allais dire, la fraise, ils ont fermé. Ils ont mis... Pas encore. Ils ferment dans un mois. Ah, ils ferment dans un mois. Ils ferment le site, ouais. Et c'était racheté en 2000. En 2006. Donc ils ont gardé jusqu'à 2014. Ouais. Et puis maintenant, ça va devenir Spreadshirt. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je pense en partie, c'est que la volonté de rachat, c'était la volonté du fondateur de Spreadshirt. Et comme le fondateur de Spreadshirt est parti depuis, ils se sont retrouvés avec ça, en fait, sans réellement savoir quoi en faire. Et c'est un de leurs c'est-à-dire c'est un de leurs seules acquisitions internationales ou ils ne s'intéressent pas à la France ou ils ne s'intéressent pas aux plusieurs marques. Au départ, le point de départ du rachat, c'était que je proposais, c'est le grand classique, c'est que j'avais développé quelque chose qu'ils n'avaient pas réussi à développer. Ils avaient essayé de le faire par eux-mêmes. Ils n'avaient pas réussi et du coup, ils se sont retrouvés, pas dans l'obligation, mais ils se sont dit, plutôt racheter que de remonter une équipe, etc. Mais c'était le point de départ. Et je pense qu'ils ont perdu le fil en cours de route et que du coup, c'est resté un peu comme ça. Ouais. Et donc, c'est quoi le post-acquisition, le post-rachat sentiment? On a parlé un peu de l'intégration, mais tu te sentais motivé par Spreadshirt? Tu te sentais impliqué? Toi, tu es devenu directeur associé de la boîte acheteur, donc il y a un implication dedans. Le monde de l'équipe, est-ce qu'ils se sent dans la même boîte? Est-ce que ça reste une bonne truc? C'est quoi cette expérience après, une fois que c'est entre guillemets fini? Pour mon cas, c'est assez particulier parce qu'en fait, on était trois, il y avait moi plus 2 salariés à Saint-Étienne, donc une petite ville en province, et c'était Spreadshirt qui nous rachetait, donc c'était pas la même culture, c'est des Allemands. Ils étaient à Leipzig et après à Berlin, et c'est l'esprit des 2 sociétés était
antinomique, c'est-à-dire qu'il y avait rien, ça avait rien à voir la façon, le management, la façon dont on voyait les choses. Donc pour moi, c'était impossible de rester. C'est-à-dire que je pouvais même pas, j'avais rien à faire en fait sur place. Dans la boîte. Ouais. Nous, en fait, encore une fois, l'équipe est primordiale. Et en fait, on n'a pas respecté un des principes d'une amorce de revente. C'est parce qu'en gros, tout le monde nous a dit, il faut surtout pas en parler à l'équipe, parce que si ça se fait pas, ça peut créer des déceptions. Ça peut créer, donc, pourquoi ça n'a pas abouti, parce que la boîte va pas bien, et ainsi de suite. Donc nous, on leur a plutôt dit dès le début, parce qu'on est toujours transparent avec eux, et pour nous, c'était capital. On ne se voyait pas, avec Seb, mon associé, faire les messes basses, faire venir des mecs en costard toute la journée et dire non, il y a un dégât des eaux. Donc on était obligé d'être franc, et de toute façon c'est parce que de nous-mêmes. Et on leur a dit voilà, pourquoi on va faire ça, quel est le but, c'est pour qu'on croit, pour qu'on continue à être ensemble, pour qu'on continue à être à évoluer et à être meilleur. Et voilà, et donc sur tout le processus de revente, de discussion, on leur a parlé. Et après, en plus, on a eu la chance d'avoir, par exemple, Lonsdal a un magnifique bureau à côté de Madeleine. Donc c'est un immeuble de 7 étages, super sympa, où nous attendait en fait un des étages. Donc ça reprenait un peu notre fonctionnement. On était dans des petits bureaux à rue Sainte-Anne avant, donc un peu ancien appart. Là, ça fait beaucoup plus lumineux et tout. Enfin voilà, donc on a un côté très positif sur le déménagement. Et puis après, sur l'activité, très vite, de toute façon, tout le monde s'est rendu compte qu'on restait les mêmes, qu'on garde le nom, que l'intégration s'est faite, plutôt très bien. Et maintenant, on va pouvoir justement passer de la phase de Stu arrive chez Lonsdal à Stu et Lonsdal, et puis après d'être Lonsdal. Parce qu'au final, le but, bien sûr, c'est que naturellement, on parle tous la même langue, quoi. Ouais. Il y a deux choses. Un, si vous avez des questions que vous voulez poser, je vous invite à commencer à réfléchir, et je vais revenir dans quelques minutes pour vous demander, parce que je crois que moi je peux poser toutes les questions que je veux. Peut-être il y en a des particuliers que tu aimerais, mais poser toi-même. Donc on va revenir dans quelques minutes sur ça. Donc, ouais. Mais le deuxième truc, c'est avec vos expériences que vous avez eues, est-ce que tu as un conseil sur la prochaine fois que tu le fais? Toi, tu en as fait 2, donc quand tu fais une 3e, est-ce que tu vas faire d'autres choses différentes? Ou est-ce que toi, tu aimes bien monter une marque et dégager? Ouais, moi je peux pas, je me projette pas du tout en fait ça fait maintenant 11 ans que je fais ça. Je sais que je pourrais pas être salarié, je pourrais pas avoir un supérieur. Voilà, je suis comme ça, donc il faut que je l'admette et que je continue à faire de la même façon. Mais c'est vrai que c'est un frein, parce que c'est quand même plus chouette d'intégrer, que la transition se fasse avec une intégration au final, pour développer la marque, plutôt que ça soit une vente sèche et qu'au final ils finissent par fermer le site puisqu'il n'y a pas de vision, pas d'avenir. C'est quoi la prochaine marque? C'est chaussures? Non, j'en sais rien. Faut que je trouve. Manteau? Non, pour l'instant, je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Tu as des conseils? Moi, je suis honnêtement... un newbie de la revente. Hein. C'est ma première, c'est il y a quelques mois. Moi, je pense qu'il faut faire ça. J'en sais rien en fait. Non, honnêtement, je vais pas dire de conneries. Je vais dire que j'ai pas de conseils. Effectivement, j'ai pris le temps justement de connaître donc mon supérieur. Qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, pas parce que maintenant c'est lui qui me paye, mais non, blague à part, c'est quelqu'un qui lui est un ancien d'agence, qui a créé une agence qu'il a revendue, qui a racheté Lonsdal il y a 7 ans, qu'il a racheté dans un état assez catastrophique, et aujourd'hui en moins de 10 ans d'activité, non c'était quand même pas, c'était il y a 7 ans, Lonsdal fait x15 sur sa croissance. Donc c'est des signaux très positifs, et voilà, c'est grâce à cette expérience, et moi j'ai envie d'apprendre de Frédéric, le PDG, de tout ça. Après, non, sur ma prochaine boîte, ce qu'elle sera et comment je la revendrai, j'en ai aucune idée.
Mais c'est vrai qu'il y a un facteur humain qui est très important, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas forcément d'ailleurs le propriétaire de la marque qui rachète, mais qui est l'intervenant, l'interlocuteur qu'on a, si on accroche bien, si ça se passe bien, c'est un point qui facilite l'intégration. Si on sent, si la personne qu'on a en contact est à l'opposé de ce qu'on pense, à l'opposé de ce qu'on veut faire, il n'y a pas de... Ah, mais moi, ça aurait complètement impossible. Complètement impossible. Là, je n'aurais pas tenu 6 mois comme toi. Enfin, ça, c'est sûr et certain. Et Michael, quelles sont les erreurs que Rackspace a fait en achetant des boîtes? Quelles sont les erreurs que tu t'aimerais bien pas voir une deuxième fois? En fait, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est que ce qui ont marché très très bien, c'est qu'on a gardé l'équipe ensemble et qu'on a donné de l'autonomie de faire ce qui fait bien. En fait, on a acheté ces boîtes-là parce qu'ils étaient très bons dans leur domaine. Alors, les fois qui marchaient pas bien, c'est quand on a essayé de l'intégrer l'équipe dans des autres processus chez Rackspace et ça n'avait pas marché du tout. Alors, je pense que maintenant, on a trouvé une bonne façon d'intégrer plus rapidement. Et en fait, il y a un an, on a acheté 3 startups dans 6 mois. Et ils vont tous très très bien. Ils étaient tous rachetés avec cette même idée en tête où il y a quelqu'un de l'équipe Rackspace qui va joindre l'équipe de start-up et qu'ils gardent leur autonomie. Alors ces toits-là marchent très très bien. Des autres qu'on a fait avant, beaucoup moins bien. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il y en a combien de gens ici qui sont cofondateurs, associés, etc. de leur propre boîte? Vous pouvez lever la main. Et il y en a combien parmi vous qui veut vendre ta boîte un jour? Voilà. Ah voilà, on commence à voir. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Voilà, il y en a au moins une. Il y a un micro qui arrive à ta droite. Ton droit. Merci pour vos retours. Moi, j'ai juste une simple question. Comment vous arrivez à gérer le deuil de votre société sans imaginer quelque part il y a un échec? Et quelles sont les phases en fait, par lesquelles vous passez avant la revente officielle de l'entreprise ou la reprise? Les phases, s'il y a avant et après, je pense que le gros chèque aide pas mal en fait, à faire le deuil de sa marque, même si après ça reste pas... ce qui n'empêche pas qu'on puisse se poser après la question et se demander si on a bien fait ou si c'était vraiment le bon moment. Mais généralement, si on le fait, c'est qu'on a une réelle motivation pour le faire, un besoin. Donc s'il y a le deuil, il faut... Et puis la possibilité de monter autre chose est tellement importante en ce moment que... Ouais, puis en fait, mais c'est un peu aussi c'est beaucoup même le cas pour la fraise, c'est que ça a été finalement un succès avant le rachat. Enfin, pour moi, c'est pareil. Et un succès, c'est pas parce qu'on a fait la une des journaux. Moi, le succès, c'est que justement notre équipe était soudée, était à fond avec nous, était souriante, était enthousiaste à tout ça. Pendant 5 ans, on a fait tourner un studio qui marche avec des clients contents, avec une équipe soudée, une équipe des gens qui ont envie de travailler avec nous, des gens qui sont jaloux de ne pas être avec nous, de machin. Enfin voilà, c'est tous ces signaux-là qui font qu'on a réussi quelque chose. Et finalement, le rachat est à la fois une concrétisation, une continuité, mais en rien, il y a un deuil, parce que finalement, pour moi, le pic a été atteint, en fait. Le pic a été atteint, et maintenant, c'est que du positif. Grosso modo, ça fait un peu nièvre comme ça, mais... Je crois que, surtout depuis le côté média, on a tendance à penser à une acquisition comme une fin. Quand Facebook rachète Instagram, il y en a beaucoup qui ont pensé, ça voulait dire que c'était la fin d'Instagram. Oui, mais parce que ça arrive aussi régulièrement. Enfin, il y a eu Sparrow. Ouais, voilà, il y a des achats qui sont faits juste pour la destruction du produit. Ouais. Donc, ça aurait été bien de parler avec Sparrow autour de leur retour sur expérience, mais je crois qu'ils n'ont toujours pas le droit. Il y a d'autres questions. Mais je trouve que j'aime bien le moyen dont tu dis que le rachat, c'était la prochaine étape. C'était l'étape logique, c'était l'étape suivante. Et l'intégration d'une équipe dedans, c'était l'étape suivante. Pour Mailgun, c'est un succès. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être le... Enfin, je pense que les fondateurs de Mailgun et l'équipe de Mailgun est super fiers d'avoir été rachetés par Rackspace. Enfin,
Ouais, je parle un peu pour eux, mais ils ont toujours dit qu'ils ont vu ça comme une très grosse levée de fonds. En fait, ils avaient l'autorité de garder la boîte comme c'était, mais ils avaient beaucoup plus de ressources d'embaucher, de faire plus de marketing et tout ça. Mais ils sont tous les deux toujours chez Rackspace. Et ouais, nos clients sont très contents et tous les mail gunners sont très contents aussi. Bah, le fait que les fondateurs ont resté depuis 3 ans, c'est pas mal déjà. Déjà, c'est un Ouais, succès. 2 ans, mais ouais. Ouais. Il y a d'autres questions? Oui. On va essayer de t'amener le micro. Oui, tu l'as, excuse-moi. Oui, merci pour la discussion. Je me pose une question. Donc, quand on crée une start-up qui se fait racheter, au moment de créer la start-up d'après, comment on l'envisage à long terme, à moyen terme? Est-ce que le fait de se faire racheter devient plutôt une priorité, ou alors est-ce qu'on a toujours des vues long terme et ça devient, comme ça l'était au début, une éventualité? Non, je pense qu'on l'intègre. Enfin, il faut être honnête. Hein. C'est un élément qu'on intègre, mais c'est pas non plus l'élément déterminant. C'est-à-dire que si je devais monter un projet que je pensais pas potentiellement rachetable, et si j'en avais vraiment envie, je le ferais quand même. C'est pas le truc indispensable en fait. Ouais, puis surtout, les stats sont assez. Enfin, c'est dur déjà de se dire, je vais monter une start-up qui va marcher, qui va me permettre de me payer mon loyer et ma bouffe, ouais. Et en plus qui va être racheté beaucoup. Enfin, c'est. Ouais, bon, en fait, c'est ça. En fait, c'est que on n'y pense pas réellement, puisqu'il faut d'abord qu'elle fonctionne pour qu'elle soit rachetée. Donc, la première étape, c'est qu'elle fonctionne, c'est sûr. Ouais, l'acquisition, c'est plutôt le résultat du fait que maintenant tu peux te payer, tu peux te faire manger. Par contre, par rapport à ça, moi, le seul conseil que je peux donner, parce que nous, on a été finalement un petit peu limite là-dessus, c'était sur la gestion de la boîte. Donc nous, on a toujours bien géré. Alors, on était des bons petits élèves avec notre expert comptable et tout. Mais tout ce qui était forecast, projection, PNL, la marge engagée, produite et ainsi de suite, on n'a jamais vraiment suivi ça. On a toujours été un peu au doigt mouillé et on a toujours eu du bol là-dessus. Après, on avait une compta très propre, notamment grâce à dématérialiser tout. Quand il y avait des dossiers compta sur Dropbox, bon, il ne faut pas le faire, mais Expex va dire que c'est pas très sécurisé. Mais en gros, c'est si votre boîte est bien gérée, c'est-à-dire qu'elle est bien tenue, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui fait des projections, qui maîtrise finalement le flow, qui soit humain, financier, ça sera forcément un énorme avantage quand vous chercherez à vendre parce que ça permettra une lisibilité très claire de votre activité. Pardon. Alors que si finalement c'est un bordel ambiant, même si vous êtes géniaux, peut-être Rackspace, vous avez beau avoir une boîte de génie, si elle voit que finalement ça tient sur des bouts de ficelle et que c'est que de l'intuitif, et il n'y a personne qui est capable de tenir un tableau Excel, ça peut être un gros facteur défavorisant envers vous, je pense. Ouais, et le seul truc à ajouter, c'est pour si la boîte qui t'achète est grande, ils vont regarder très très précisément, surtout sur le techno, il y a on dit due diligence en anglais, on va regarder très très précisément au techno pour voir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là ou est-ce que tu as pris du code de quelque part d'autre et c'est pas vraiment à toi. Ils vont regarder très très précisément sur tous les côtés finance et tout ça. Il faut pas forcément fais tout parce que tu vas être racheté un jour, mais il faut penser que un jour, quelqu'un d'autre va regarder dans le livre. Il faut que ça soit clair. D'autres questions? Parfait. J'ai un dernier truc, un dernier sujet que j'aimerais bien aborder. Et dans l'écosystème de start-up, on commence à voir beaucoup de grands groupes qui rachètent des petits et parfois, il y a tellement de types d'acquisitions que je trouve que ce mot est trop généraliste. Et je trouve que toi, tu as une expérience quasiment l'inverse de ce qu'il a eux. À la limite, tu as fait ton travail, c'était autonome, c'était fini. Et donc, est-ce que tu crois qu'on ne devrait pas plutôt sous-catégoriser? Tu vois, on parle souvent de acqui-hire. Et ça veut dire on t'en fout de ton produit, tu as fait de la merde et on veut tes équipes parce que tu as quand même fait un truc assez intelligent. Donc quel type d'acquisition est-ce que vous voyez? J'ai l'impression qu'on devrait regarder ça un peu autrement
Parce que dire retour sur expérience de l'achat, c'est assez vague finalement, parce que vous avez porté quasiment 3 histoires complètement différentes. Ouais, enfin, il y a un point commun, c'est que dans les deux cas, c'était rentable. C'est-à-dire qu'il y a aussi des rachats qui se font sur des technos ou sur des services qui sont pas forcément rentables, mais qui sont potentiellement rentables. Et du coup, il y a encore une sous-catégorie. Et en fait, ce que moi j'ai vendu, c'est le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai vendu le chiffre d'affaires, enfin, une marque avec des produits qui se vendaient. Et l'acheteur achète ça. Mais c'est l'équivalent de ce qui se fait dans le retail ou dans l'avant Internet, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence pour moi. Ouais, enfin, je suis assez d'accord parce que la limite où les médias devraient, si on devait être un petit peu plus précis, différencier, c'est effectivement les rachats qui ont été faits dans des phases de croissance. C'est-à-dire qu'effectivement, on rachète un leader, on rachète une marque leader, ou on rachète en tout cas une agence qui croît. Avec de la trésor, avec des bénéfices, avec des dividendes, et ainsi de suite, ce qui était le cas pour nous. Et pour le coup, les rachats qui peuvent être un peu plus de sauvegarde, de récupération d'équipes ou de survie des actionnaire sur la fin. À la limite, c'est le seul truc. Là, ce qui m'a marqué autour de Rackspace, c'est ça semble qu'ils ont un type d'acquisition qu'ils font. Ils aiment bien prendre une bonne équipe avec une bonne techno pour vraiment qui marche bien, ouais. qui va apporter un nouveau service à l'ensemble de leurs clients. Ouais, c'est exactement ça. C'est jamais acquihire, etc. C'est jamais peut-être. Jamais. Non. On a récemment acheté une boîte qui est vraiment dans la phase R&D. Et ça, il n'y a pas un produit qu'on ne vend pas aujourd'hui, on ne va peut-être pas vendre dans 2 ans. On espère en vendre beaucoup dans 10 ans, peut-être. Ça, c'est un peu différent. C'est la première fois qu'on a fait ça, vraiment d'acheter pour faire du R&D, mais je ne dirais pas que c'est un acquihire non plus, parce qu'en fait, c'est un projet open source. Et il y a une communauté aussi qu'on veut garder. Et ce n'est pas juste on achète les ingénieurs pour travailler sur notre produit. Parfait. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour discuter de ça. C'est un sujet très intéressant. Et merci beaucoup et bonne app.